j'ai 51 ans. J'ai eu un parcours assez atypique, puisque je vois les auras, enfin je vois des choses subtiles en tout cas depuis petite. Et je me suis choisie en tout cas des parents très cartésiens, donc ça a été un peu des débuts un petit peu difficile, quoi, parce que quand on est petit, ce que l'on voit, on pense que tout le monde le voit. En fait, on ne se sent pas différent. Enfin, pour nous, c'est toujours les mêmes choses, mais en tout cas, les auras, beaucoup de choses au niveau subtil qui venaient à moi. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a eu un parcours. C'est vrai qu'à l'école, j'arrivais du coup pas à me concentrer parce que j'entendais beaucoup de choses dans le subtil. C'est vrai que moi, les sons, je pensais que pour tout le monde c'était pareil, mais si un verre, par exemple, est brisé au sol, moi je vois des ondes de forme avec, par exemple, un éclair rouge. Enfin, il y a des choses que je vois, mais c'est pareil. Enfin, j'ai mis quand même à peu près une bonne dizaine d'années à comprendre que ce que je voyais, en fait, les autres ne le voyaient pas. Et donc, c'est vrai qu'à l'école, ça a été plutôt compliqué parce que, du coup, comme j'entendais d'autres choses, j'avais du mal à me concentrer dans ce que me disait le prof. Après, j'avais la tête de l'enseignant qui me disait qu'est-ce que je viens de dire. Et puis, du coup, moi, voilà, j'avais pas écouté. Par contre, je savais plein de choses sur la personne, mais au niveau perso, que j'aurais pas dû savoir. Mais pour le coup, le cours, c'était pas ça, quoi. Donc ça m'a ramené tout ça à l'âge de 16 ans où j'ai été en internat. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est le Ouija. Enfin, on appelle les esprits. Enfin, c'est des choses qu'on ne devrait pas faire quoi, avec comment dire, avec des lettres, etc. Et on appelle les esprits. Et puis là, bon, ça a été, j'ai vécu la plus grande trouille de ma vie puisque j'étais celle qui avait le doigt sur le verre. Le verre a explosé en fait contre le mur. Moi, je savais qu'il y avait en tout cas des entités vraiment qui étaient pas saines. Et c'est vrai que le groupe qui était autour de moi, c'est oui, allez, c'est bon, t'as fait exploser le verre contre le mur. Donc, moi, je savais que c'était pas entendable pour eux, donc j'ai dit, bon, allez, c'est pas grave, oui, oui, j'ai fait exploser le verre. Enfin, et il y avait une fille qui était, celle qui était, c'était sa chambre. Elle laisse partir tout le monde et après elle me dit mais est-ce que tu sais que tu es médium, est-ce que tu sais que tu as plein de choses. Donc là ça a été la première fois pour moi où je commençais à avoir un mot. Pour autant médium, tout ça je savais pas trop ce que c'était, hein. C'est vrai que par rapport à voyant en fait on communique en tout cas avec ceux qui sont dans l'au-delà. Et ensuite derrière elle m'a emmenée dans sa famille en fait, voir sa mère et sa grand-mère, et en tout cas déjà là il y a eu des mots qui ont été posés. Pour autant, des mots étaient posés, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'en sais rien. Puis après, la vie a continué, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu mes 3 enfants, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, à 35 ans, je fais une dépression. Nos enfants grandissent, hein, on sait qu'ils ne vous appartiennent pas, enfin, on voit qu'ils commencent à grandir, etc. Et moi, me sentir constamment en décalage dans cette société, quoi, d'avoir une vision du monde, une approche en tout cas qui n'est jamais comme celle des autres, quoi. Je me souviens à l'école, quand il y en avait un qui s'était cassé la figure dans la cour, quand tout le monde explosait de rire, moi j'avais mal pour la personne, ça ne me faisait pas rire du tout, j'avais juste envie, c'était de l'aider à se relever, mais qu'on se moque de la personne. Enfin, c'est vrai que j'avais pas des attitudes, en tout cas comme la plupart des gens, très empathiques, très, très sensibles. Et puis, cette dépression, en tout cas, m'a amenée en fait, au Reiki. Je ne connaissais pas du tout, hein, c'est une pratique énergétique par imposition des mains. Même si je ne peux pas avoir de preuves, etc., moi je dirais que si j'ai la chance d'être sur Terre, c'est grâce au Reiki. Si je ne me suis pas suicidée, c'est vraiment grâce à ces énergies-là. Et dans les enseignements que j'ai reçus, on a parlé à ce moment-là des soins esséniens. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Angie Gaudan, qui est mondialement connue. Et là, disons que j'ai fini mon cursus, on va dire Reiki, et je suis partie en Dordogne me former en soins esséniens. Et là, pour moi, ça a été, disons que le Reiki, ça a été une seconde naissance, mais les soins esséniens, pour moi, ça a été rentrer à la maison, quoi. Et donc, j'ai pu apprendre à lire les auras, c'est-à-dire qu'enfin, toutes les capacités subtiles que j'avais, parce que c'est bien beau hein, de voir des auras, de voir des choses, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, c'est une chose de voir, mais moi, si on me disait, mais ça veut dire quoi, ça correspond à quoi, mais j'avais aucun enseignement, je ne pouvais pas comprendre, quoi.
Et que c'est là que du coup, grâce à cette formation essénienne, pour moi, ça a été vraiment une révélation parce que déjà, j'ai pu comprendre mon mal-être, j'ai pu comprendre déjà aussi par rapport à ma dépression et comprendre déjà donc le thème de la conférence de ce soir, pourquoi on s'attire toujours les mêmes scénarios répétitifs. Et que, en fait, tout part de l'enfance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors c'est pareil, hein, moi dans tout ce que je vais vous dire ce soir, parce que c'est vrai qu'on est quand même pas mal dans les mondes subtils, en aucun cas je suis là pour vous convaincre. Hein, dans le discours que je vais avoir, vous prenez ce qui vous parle, et ce qui pour vous, ça ne vous parle pas, vous n'y croyez pas, on est vraiment dans le respect. Hein. Moi, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Mais en même temps, il y a des choses par rapport à cette vision essénienne dont je suis obligée de parler, puisqu'en fait, sinon, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sens, dont le principe de réincarnation. Mais si vous voulez, au niveau de l'enfance, je dirais qu'à 7 ans, tout est en place. Et que le plus difficile, en tout cas pour moi, ce qui a été le plus difficile à admettre au démarrage, puisque j'ai eu aussi un parcours aussi assez complexe, hein, puisque j'ai été battue pendant 13 ans, j'ai été violée 4 mois de suite en vacances chez un oncle. Pour moi, ce qui a été très très compliqué, au début j'étais en colère, je n'arrivais pas à l'admettre, c'était que, en fait, on choisit tout. On choisit nos prénoms, on choisit nos parents, et les drames qui nous arrivent aussi souvent dans notre vie, les choses difficiles, on les choisit. Et moi, au début, ça m'a mis dans une colère parce que je me suis dit, mais comment je peux choisir d'être battue? Comment je peux choisir d'être violée? Enfin, je veux dire, au début, c'était, enfin, excusez-moi le terme, on dit, on arrête les conneries, quoi. Enfin, je veux dire, je vais pas choisir des choses comme ça, je vois à quoi ça sert. Mais qu'en fait, c'est que on a vraiment comment dire, on a en fait des milliers d'incarnations, mais on va devoir tout expérimenter pour pouvoir évoluer. Et que 3 mois avant notre conception, on va avoir trois familles possibles, en fait, 3 parents possibles pour pouvoir vivre cette expérience. Et je pense que vous avez tous vécu des sensations de déjà vécu. Ça vous est déjà arrivé? Vous vivez en fait une scène, vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ça. Et en fait, nos guides, donc quand je parle de guides, il n'y a pas du tout de religion là-dedans. Hein. C'est-à-dire que nos guides, en fait, ils vont nous dire, voilà, par rapport au thème que tu as choisi, tu as la possibilité entre ces 3 familles. Et ils vont nous montrer des scénettes des plus grands possibles. Et en fait, ces scénettes vont nous aider à choisir en fait cette famille. Et c'est pour ça qu'après, une fois qu'on est sur Terre, ces sensations de déjà vécu viennent en tout cas des scénettes que l'on a vues avant. Et qu'après, on choisit tout. C'est-à-dire que, des fois, ça me fait rire parce que j'étais en conférence une fois, on choisit son prénom. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le thème qu'on aura choisi dans cette incarnation, imaginez que, bon, moi, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est pas parce que j'aurais choisi une autre famille que j'aurais vécu autre chose. Ça aurait été la même histoire, de toute façon. Avec ces familles-là, ça aurait été vraiment la même histoire. Et que même son prénom, quand on a qui me disent oui bah mon prénom, je m'appelle Alphonse, ce que j'ai pris dans la cour d'école, bah merci bien. Ben oui, mais si j'ai choisi la blessure d'humiliation, vous voyez, il y a aussi les blessures entre le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Il y en a peut-être qui connaissent aussi Lise Bourbeau qui a remis en lumière en fait ces blessures. En fait, on va tout choisir. Et en tout cas, pour ma part, ça a été la chose la plus difficile. Au début, j'étais dans une colère, je me suis dit, c'est pas possible que je me choisisse ça. Enfin, il y avait en fin de compte une résistance, quoi, parce que pour moi, c'était trop énorme. Et qu'après, qu'est-ce qui va s'imbriquer là-dedans? C'est-à-dire que on va mettre en lumière, en fait, par rapport à notre histoire, est-ce que j'ai été un enfant désiré? Est-ce que j'ai été programmée pour naître à ce moment-là? Hein, parce que c'est pas la même chose que la maman tombe enceinte et que les parents accueillent le bébé avec amour. Je veux dire, être accueilli et aimé, c'est pas la même chose qu'avoir été programmé, désiré pour naître à ce moment-là. Et ensuite, il se peut que, par rapport au sexe que vous avez, hein, soit un homme qui a été attendu en tant que fille, ou alors une fille attendue en tant que garçon. Donc déjà là, qu'est-ce qui va se passer in utero? Déjà pour ces 2 plans, c'est que pour un enfant qui n'a pas été désiré, ou comme moi, en fait, on ne m'attendait plus. Ma mère m'a eu à 36 ans parce que, en fait, à la fin, elle s'est dit, bah, en fait, j'arrive plus à avoir d'enfant.
Donc même si au démarrage ils m'ont désiré mais ils n'y croyaient plus, je fais partie, en tout cas quand on fait la thérapie essénienne, je fais partie de ces enfants non désirés parce qu'ils n'y croyaient plus. Et donc à ce moment-là, l'enfant, lui, déjà dans le ventre de sa mère, il y a déjà ce que l'on appelle une forme pensée. La forme pensée, c'est quoi? C'est une croyance limitante. Donc qu'est-ce que je vais croire? C'est que simplement le fait de naître, je suis une erreur. Je vais être en fait un poids, je vais être une complication pour mes parents, d'autant plus pour ma maman. Hein. Et puis la personne qui ne va pas être née dans le sexe désiré, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que souvent, dans sa vie, elle va se sentir coupable. Hein, c'est-à-dire que j'ai déçu, en fait, de ne pas être née dans le sexe désiré. Et que parfois, ça peut être le père, la mère, mais parfois, ça peut être les grands-parents. Ça peut être aussi le grand frère, la grande sœur. Vous voyez, il suffit qu'il y ait des aînés, en fin de compte, hein, ceux qui sont adultes référents. Déjà là, ça va vraiment impacter. Et déjà, pour ces deux cas, lorsque l'enfant va naître, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va déjà se considérer comme une erreur ou il déçoit. Donc, il va tout offrir à ses êtres chers. Pourquoi? Ben, pour se faire aimer. Vous voyez? Donc, déjà, là, c'est oser s'affirmer, oser dire non, prendre sa place, vraiment être confiant. Bon, c'est vrai qu'être confiant, être sûr de soi dans cette société, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et vraiment s'aimer soi, il n'y en a pas beaucoup. Mais déjà, pour lui, c'est prendre sa place, avoir son territoire, mais c'est super compliqué, parce qu'il va toujours se considérer comme un sans-papier, comme s'il était en fait une erreur, en fait. Hein. Donc, il va toujours tout donner, tout donner, tout donner. En principe, d'ailleurs, quand ils sont adultes, au niveau pro, ce sont des perles, parce qu'elles donnent tout, elles vont faire des heures sup, elles vont se demander toujours tellement plus que ce qu'on leur demanderait réellement, quoi. Elles vont toujours aller à l'extrême, en faire, mais tellement plus que ce qu'elles devraient. Donc je ne sais pas si on a déjà là qui se retrouvent un peu. Et qu'ensuite, derrière, c'est aussi très, très, très compliqué de dire non, quoi. Donc souvent, elles vont dire oui, je dirais, elles vont s'entendre dire oui à l'exième demande, alors qu'à l'intérieur, elles disent mais non, mais pourquoi j'ai encore dit oui, je n'ai pas envie. Et ensuite, elles vont souvent geindre, se plaindre, quoi, et puis sans vouloir, parce qu'en fait, elles se disent mais enfin, mais c'est bon, mais pourquoi j'arrive pas à dire non? Et c'est très compliqué pour elles. Et avoir de la répartie, hein, je dirais avoir de la répartie, oser s'affirmer, tout ça déjà c'est compliqué. Donc ça fait déjà partie des formes pensées, donc des croyances limitantes qui sont déjà in utero. Hein. Sachant qu'on va peut-être aussi s'amener des choses par rapport aux vies, aux vies antérieures. Parce que s'il y a eu une mort violente dans une vie passée, déjà on va venir avec une jaunisse, on va déjà venir en colère. Toutes les marques de naissance aussi, les taches, hein, ce sont des choses qui viennent de vie passée. Donc, ce qu'on n'a pas vraiment terminé de régler, qu'est-ce qui se passe? On va revenir avec. Hein, comme d'ailleurs les maladies qu'on va dire karmiques, en fait, c'est tout ce qui est cancer du foie, cancer du pancréas, on est mort en colère et on revient en colère. Hein, tout ça, ce sont des colères aussi de vie passée et les personnes sont toujours, ça va jamais assez vite, elles sont toujours en colère contre quelque chose. Hein. Donc voilà, donc ça c'est déjà ce qui peut se passer entre les dernières vies et je dirais déjà in utero. Et il y a déjà les blessures hein, qui vont se mettre en place, quoi, parce que imaginez déjà que, je sais pas moi, mon père voulait absolument un garçon et je suis une fille, déjà la relation père-fille sera beaucoup plus difficile. Donc ça peut aussi vous donner, des indices selon comment ça s'est passé avec vos parents ou grands-parents. Parfois les grands-parents, hein, ils veulent absolument garçon ou fille, etc. Mais ça va déjà déterminer la relation qu'il va y avoir. Ça va déjà fausser beaucoup de choses et que il peut y avoir un peu tout en fait. Hein. Soit l'être, quand il sera plus grand, va pouvoir déménager à X kilomètres pour avoir la paix, soit il va rester assez proche, mais ça peut être conflictuel, ou alors l'être peut être aussi en soumission. C'est-à-dire tout accepter sans oser dire non, comme s'il voulait expier sa faute d'être né dans ce sexe-là. Vous voyez que c'est pas blanc ou noir en fait, hein. Il n'y a pas
On est tous uniques en fait. Et donc après, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les formes pensées, on en a 4 principales. Donc il y a déjà donc celles, voilà, ce que je viens de vous dire, qui peuvent être déjà in utero. Et puis ensuite, ça va être dans les mois qui vont suivre par rapport à ce que va vivre l'enfant. Hein, donc déjà, comment ça se passe dans la famille, hein, comment ça se passe avec les parents au niveau du couple. Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a, au contraire, c'est glacial, on ne parle pas. Hein. Vous voyez, dans des familles, ça ne se dispute pas du tout, mais par contre, on n'exprime rien. Et que là, c'est très très compliqué pour ces personnes parce que l'enfant, lui, quand il y a pas d'explication, quand il ne comprend pas, en fait, il y a un flou, il ne comprend pas ce qui se passe, ça va le mettre dans une immense insécurité intérieure. Donc déjà là aussi, même chez des personnes pour qui ça ne parle pas, qu'il n'y a pas de démonstration d'amour, d'affection, etc., l'enfant déjà il ne sait pas s'il est aimé, si les parents disent pas je t'aime, si voilà, il y a juste comment dire, bon bah voilà, logé, nourri, etc., mais qu'il n'est pas rassuré, il a comment dire, jamais ce mot je t'aime, jamais il est encouragé, et ben qu'est-ce qui va se passer? C'est une grande insécurité intérieure parce qu'il y a un flou et il ne sait pas s'il fait bien, s'il ne fait pas bien, il ne sait pas quelle est sa place non plus, quel est mon territoire, est-ce que je suis important, pas important. Et là, ça va déjà aussi pouvoir créer des angoisses intérieures. Et après, ça peut être l'autre extrême, hein, c'est-à-dire que il y a des disputes, etc. Donc il y en a chez qui c'est dédramatisé, ça va passer. Et puis il y en a pour qui bah, les disputes, les cris, au contraire, ça va complètement, comment dire, comment dire, destructeur pour l'enfant qui va aussi sentir une insécurité. Donc après, il y a plein de fonds de pensée qui vont découler de ça, quoi. C'est-à-dire qu'aussi, l'enfant, il va être super alerte au moindre, comment dire, pour ceux pour qui il y a des violences ou parfois il y a des pathologies chez les parents. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, bah, dans cette insécurité, il va être alerte au moindre regard. Ou là, s'il vient de dire cette phrase, là, ça va plus aller après. C'est-à-dire qu'il va toujours guetter, être en alerte dans ouh là là, s'il se passe ça, s'il y a ce regard-là, si ça se passe comme ça, bah, derrière, ça va pas aller. Et donc, il anticipe. Ce sera peut-être un adulte qui va toujours anticiper, vouloir être dans le contrôle pour que tout se passe bien, en fait, pour qu'il n'y ait pas de catastrophe derrière. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses. Et que les formes pensées, ça peut être déjà aussi, et ben, en fait, et ben, dans un couple, ben, on fait que se disputer, puis on n'arrive pas à s'aimer comme il faut. Ou après, ça peut être, comment dire, ça peut être tellement de choses, quoi. Je veux dire, je sais pas, moi, admettons, la femme est dépressive, et puis le père, il s'occupe de tout, et puis bah, finalement, maman, elle est jamais là, elle abandonne, quoi. Donc la femme, elle m'abandonne, je peux pas compter dessus. La fille qui va prendre, en fait, le relais, qui devient presque, comment dire, un couple avec le père, hors sexualité, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va tout prendre en charge. Donc en fait, déjà, peut-être que sa forme de pensée, ça va être, moi, depuis, en fait, dans ma vie, il faut que je prenne en charge. Et qu'est-ce qui va se passer pour la personne après? Elle va toujours se retrouver en charge. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à 7 ans déjà détermine en fait, comment dire, tout en fait. Hein. On peut mettre d'autres choses, je sais pas moi, pour des hommes, le père qui va dire à son fils, de toute façon une femme elle finira toujours par partir, par te tromper, c'est que des garces. Et l'homme, qu'est-ce qui va s'attirer plus tard? Comment dire, de femme derrière. Si la petite fille entend les hommes, c'est tous des salauds, et la grand-mère dit ça, et la maman dit ça, et la tante dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'attirer ce type d'homme. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, en quoi on peut travailler justement par rapport à cette thérapie essénienne, c'est qu'il faut qu'on aille chercher, en tout cas notre job, en tant que thérapeute essénien, c'est d'aller chercher vos 4 formes pensées principales pour pouvoir justement couper. Parce que qui va en tout cas s'attirer toujours ça, c'est pas l'adulte que vous êtes après. C'est votre enfant intérieur de 7 ans qui va s'attirer comme un aimant les personnes et les situations auxquelles vous avez toujours cru. Et c'est pour ça qu'après, quand on grandit, on est adolescent, ben, on commence à aller chez les copains, chez les copines, puis on se dit « Oh, mais c'est pas du tout comme chez moi, en fait. »
là il se passe ci, là il se passe ça se passe différemment, vous l'avez vécu. Vous voyez que c'est d'autres scénarios qui se passent chez les autres. Et puis après, vous allez vous dire, mais enfin, mais pourquoi moi je m'attire toujours les mêmes choses, quoi? C'est toujours la même chose qui revient, mais pourquoi? Hein? Donc après, ben ça veut dire qu'il faut aller dans les croyances limitantes, les formes pensées principales et aussi les secondaires. Et que si on reprend déjà, par exemple, souvent, un enfant qui n'a pas été désiré ou qui n'est pas né dans le sexe désiré, déjà souvent, qu'est-ce qu'il pense? Si on leur pose la question, nous, en soi, est-ce que vous êtes méritant? Déjà, si c'est non, à l'intérieur de vous, je suis pas assez, je suis trop, je suis ce que vous voulez, je suis déjà en train de me flageller. Comment voulez-vous vous attirer les bonnes choses? Parce que quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que vous voulez être heureux? Je connais personne qui me répond non. Voyez? Mais quand on va creuser, 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 en fait, derrière, mais si je pense déjà que je suis juste une erreur d'être née, comment voulez-vous penser que vous méritez le meilleur? Voyez? Donc tout part déjà de là, et qu'après, derrière, mais qu'est-ce que je vais voir, en fait? Qu'est-ce que je vais comprendre de mes adultes référents, les parents, les grands-parents, les tontons, les tatans, pour peu qu'ils ont été très importants dans vos vies, hein. Mais je veux dire, c'est ça. Puis après, il y a les formes de pensée secondaires qu'on peut avoir aussi, c'est-à-dire que je pars en vacances une année, il pleut. Je repars en vacances l'année d'après, il pleut. Et si après je vais commencer à dire, mais alors à chaque fois que je pars en vacances, il pleut, ça c'est des formes de pensée secondaires qui sont beaucoup plus faciles à stopper, quoi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on va travailler. Euh, alors, c'est vrai que je procède en fait, comment dire, en anamnèse, hein, c'est le mot pour dire entretien. On va partir sur une histoire, par exemple, un homme de 60 ans qui va venir, par exemple, me voir en soins et qui va me dire, écoutez, je suis à 2 ans de la retraite, j'en peux plus, j'ai une chef, elle est mais hyper autoritaire, humiliante. Elle m'avait promis un autre poste, vraiment elle me l'avait promis, elle vient de le donner à quelqu'un d'autre. Et en fait, je me sens vraiment trahie. Puis alors, elle m'humilie devant les autres. J'en peux plus, quoi. Elle est cassante, elle est blessante, elle est froide. Enfin, c'est vraiment infernal. Et moi, cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais lui demander à ce moment-là, je vais diviser son âge par deux. Et là, je vais lui demander à 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Là, la personne va commencer à réfléchir, va dire bah, j'étais dans une autre entreprise, etc. Puis peut-être qu'elle va me dire bah, au démarrage, non, j'avais un chef, et puis après, elle me dit oh, mais oui, mais j'avais eu une autre chef aussi. J'avais eu une autre chef, et ah, mais oui, mais elle a été cassante, elle a été blessante, je me suis sentie rabaissée, je me suis sentie humiliée, j'ai ressenti de l'injustice, et on voit que c'est les mêmes émotions qui reviennent. Et là, je vais diviser l'âge par deux. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui demander à 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Donc il va me dire, ben, j'étais en seconde, et puis tout d'un coup c'était, ah mais oui, mais ma prof de maths, et ma prof de maths, ça a été l'enfer, elle m'a humiliée devant la classe, vraiment, en plus il y a eu des fois où elle s'est même trompée dans les notations, je lui ai ramené en fait, comment dire, mon interro pour dire qu'elle avait oublié des points, elle n'a même pas voulu me les remettre, enfin bref, on retrouve en tout cas les mêmes scénarios, et on divise par deux, on va arriver à 7-8 ans, et il va nous dire, ben oui, j'étais en CE2, mon institutrice, et on commence, qui m'a humiliée, qui était très sévère, qui était vraiment, j'en ai bavé pendant une année. Et quand on redivise encore les âges, eh ben on retrouve la maman. Et là, la personne qui va venir, mais c'est ma mère qui m'a jamais donné de câlin. Peut-être que c'était un petit garçon qui avait besoin vraiment de câlin de sa maman, qui avait besoin d'être rassuré. Jamais un câlin, jamais un mot tendre. Tout ce que je faisais, c'était jamais assez. Si je ramenais une bonne note, si j'avais un 13, il aurait fallu que ce soit un 16, etc. Et voyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que cette personne n'a pas réglé avec sa mère, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'attirer toujours des personnes ou des situations qui vont donner raison à sa forme de pensée, à sa croyance limitante. Voyez? Donc c'est là que le plus difficile pour nous à admettre, c'est que c'est pas la faute à Rousseau ou à Voltaire.
c'est que tout ce qui m'arrive part de moi. Et vous voyez que comme on a été éduqué, comme on fonctionne, c'est en tant que victime. S'il m'arrive quelque chose de pas bien, c'est la faute à pas de chance, c'est parce que je suis née sous une mauvaise étoile, c'est parce que si, c'est parce que là, mais je ne vais jamais me remettre en question, me disant que ça part de moi. Puisque comme je ne connais pas tout ça, comme tout ça, ce n'est pas expliqué, ça m'a pas été, j'ai pas compris tout ça, ben, je vais pas dire, à chaque fois que je m'attire quelque chose de mal, c'est de ma faute. Ça marche pas comme ça. Voyez. Donc c'est vraiment ça qu'on a à comprendre. Il faut d'abord, pour que ça puisse changer à l'extérieur de nous, il faut d'abord que ça change à l'intérieur de nous. Et que tant qu'on ne va pas aller à la source justement de la naissance et jusqu'à 7 ans, on s'attirera toujours les mêmes scénarios négatifs. Voyez. Et ça c'est très 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 important parce que ça change complètement une vie. Hein, donc c'est déjà pour moi ce que j'aimerais vous dire, c'est que comprenez que depuis que votre cœur s'est mis à battre dans le ventre de votre mère, vous avez de la valeur sans avoir rien à prouver. Voyez, vous n'avez pas pu être une erreur. Il y a eu un contrat d'âme. 3 mois avant votre conception, vous en tant qu'âme, encore une fois en religion, vous êtes allé à la rencontre de vos parents, pas incarnés, mais leur âme. Et vous leur avez demandé, un, s'ils vous acceptaient en tant qu'être, et de deux, soit en tant que fille ou garçon. Et que sans le oui des 3 âmes, la mère ne pouvait pas tomber enceinte. Donc vous n'avez jamais été une erreur, vous n'avez jamais été un poids. Donc pour ceux qui sont nés par accident, hein, vous êtes venus dans cette famille pour être le cadeau d'amour surprise. Et faire comprendre à votre famille que même si ce n'était pas prévu, ils étaient en capacité de vous accueillir et d'y arriver. Voyez. Et c'est ça à dire à votre enfant intérieur parce que c'est jamais l'adulte qui souffre, c'est l'enfant qui a 7 ans. Voyez, c'est toujours, ça part de là en fait. Hein. Et que derrière, eh ben, c'est ce qu'on devrait tous s'offrir en tant que terrien, quoi. Que vous êtes aimable. Hein. Aimable, ça ne veut pas dire être agréable, ça veut dire que vous êtes digne d'amour. Souvent, la nature des mots, on les modifie. Hein. Vous êtes tous dignes d'amour, vous avez votre place, vous avez le droit en tant qu'homme, en tant que femme, d'être sur terre, de vivre, de vous exprimer. Ça, c'est les fondamentaux. Tant que je ne vais pas, en fin de compte, dire oui pleinement à mon incarnation et de dire que je vaux le coup, de dire que je suis méritante et que je suis digne d'amour, déjà, si je ne me donne pas ça, le reste, ça ne suit pas. Voyez. Et nous, notre travail, il n'y a pas que moi avec les soins esséniens, hein, je dirais que tous les psys, etc. Enfin, je veux dire, le premier travail que l'on doit faire, en fait, c'est vraiment de se donner, en fait, vous avez de la valeur sans avoir rien à prouver, et qu'une personne nulle, ça n'existe pas. On a tous des compétences. Vous voyez, je sais pas, il y en a peut-être qui ont entendu, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais c'est pas possible, tu rates tout ce que tu touches, etc. Enfin, on a peut-être dû, j'en sais rien, moi j'étais nulle en maths, j'étais nulle en français, etc. Mais mon Dieu, regarde dans les notes que tu ramènes, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais on a tous, de toute façon, vous avez déjà un parcours de vie. Donc il y a des domaines dans lesquels naturellement on est doué, puis d'autres non. Moi, vous me demandez de démonter un moteur de voiture, moi j'y connais rien, ça peut pas le faire. Pour autant, en fin de compte, la psychologie, oui. Et je vous dirais que grâce à mon passé, grâce au fait d'avoir été violée, d'avoir été battue, qu'est-ce que j'ai sans arrêt dans ma tête? Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête depuis tout le temps petite? Mais pourquoi? Moi, c'était pourquoi? Et je ne comprenais pas pourquoi. Et après, il y avait une partie de moi qui disait, si on me fait ça, c'est que je suis mauvaise. En fait, je suis quelqu'un de mauvais parce que si on me tape, c'est parce que je le mérite. Donc, je suis mauvaise. Vous voyez, il y avait tout un schéma. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que grâce à mon enfance et mon adolescence, tout ce que j'ai vécu, grâce à ça, je suis thérapeute aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit je joue et je rejoue encore et encore et encore la carte de la victime, ou alors il y a un moment donné, bon c'est pareil, là je ne vous demande pas de me croire parce que c'est très difficile à entendre et là je peux vous assurer que quand les Esséniens, enfin dans la thérapie essénienne on m'a dit ça, là j'ai aussi hurlé, je ne l'acceptais pas,
C'est que si j'ai été battue 13 ans, c'est que j'avais battu cette personne pendant 13 ans. Et si j'avais été violée 4 fois de suite, c'est que j'avais aussi fait dans une autre vie et que je devais régler ma dette karmique. Au début, je vous assure, c'était bon, allez, moi je m'en vais, on arrête les conneries, j'ai pas envie d'entendre ça. Mais je veux dire, c'est juste à un moment donné, c'est de se dire que c'est que tout ce qui nous arrive, en fin de compte, il y a en fin de compte une raison, il y a en fin de compte quelque chose qui s'est passé dans d'autres temps, et ça je dirais que c'est le plus difficile. En tout cas pour moi, ça a été enfin moi j'ai mis à peu près 5 ans à digérer le truc parce que c'était pas recevable. Ça me faisait juste hurler, je pouvais pas, j'y arrivais pas. Mais qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai compris, ça a été pour moi cette ouverture, c'est-à-dire que c'est comme si en fin de compte, il y avait, quand je suis devenue adulte, c'est comme si je voulais que les personnes qui m'avaient fait du mal expriment leurs excuses, qu'elle me dise qu'elle m'avait fait du mal et que là, à ce moment-là, je pourrais passer à autre chose. Mais en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'en ai parlé, je veux dire, avec la personne qui m'a violée, c'est la réponse pour lui, c'était pourquoi donner aussi d'importance à ce qu'il n'en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour lui, c'était mon éducateur sexuel, quoi. C'est donc il m'éduquait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pourrais aller mieux que si il va s'excuser, reconnaître qu'il m'a fait du mal. S'il ne le fait pas, ça veut dire quoi? Que je suis toujours malheureuse toute ma vie? Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je donne le pouvoir à mon bourreau. Et après, je ne peux jamais m'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est arriver en fait comment dire, à comprendre en fait qu'on a cette responsabilité-là, mais après j'en fais quoi? Et c'est vraiment d'être actrice, quoi. Vraiment d'être actrice, et c'est vrai qu'il y a plein de choses par rapport au monde de l'art au début, enfin plein de choses, mais tous, je veux dire quand il y a des personnes qui meurent jeunes par rapport au principe de réincarnation, j'ai compris tellement, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui va se suicider, moi je dis qu'on n'a pas à juger, hein, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Imagine que c'est un enfer, quelqu'un qui souffre, qui est en fin de vie, il lui restait, je ne sais pas moi, 1 an à vivre, et en fait il se suicide. Donc c'est ce qu'on appelle en fait dans les mondes de l'âme la rupture de contrat, c'est-à-dire que notre heure de naissance et notre heure de mort est prévue avant de naître. Et que lorsque l'on va rompre le contrat, on ne peut pas aller contre les lois de l'univers. Donc la personne va se réincarner très vite et vivre les 1 an qui étaient prévus. Et en fin de compte, il va y arriver un événement qui fait que l'être va mourir ainsi 1 an. Et vous voyez, pour moi, c'est comme s'il y avait des pièces de puzzle qui commençaient à se mettre en place. Je dis, ok, en fait, on ne peut pas aller contre les lois de l'univers. Et donc après, ben, en fin de compte, ces explications me semblaient logiques. Comme toutes les morts jeunes, hein, souvent ceux qui se tuent en moto, enfin peu importe, je veux dire, peu importe l'accident, mais qui meurent jeunes, la dernière vie, ça a été un suicide. Et ils viennent finir. Et que les parents qu'ils auront choisis, en fait, vont vivre l'injustice et la mort. Vous voyez, y a pas de... Je sais que c'est compliqué hein, quand on n'est pas là-dedans. Hein. Il y a des choses qui sont difficiles à recevoir, quoi. Mais il y a des lois universelles de vie, il y a des comment dire, des choses qui sont immuables et qu'en fait derrière on vient en tout cas, comment dire, réparer, régler des dettes. Ça peut être aussi par exemple ce que je peux vous donner. On va prendre une classe à 6 ans, d'accord, l'entrée au CP. Et vous allez avoir peut-être dans la classe peut-être 2, 3, 4 gamins qui vont déjà presque savoir écrire et lire, quoi. Lire et, en tout cas, lire, ils savent. Et puis après, bon, il y a à peu près la moyenne, quoi, le plus grand nombre de la classe qui vont y arriver petit à petit durant l'année. Et puis peut-être qu'il y a 4-5 gamins pour qui, on va dire, bah, c'est des enfants qui sont en difficulté parce qu'ils ont vraiment des gros soucis d'apprentissage. Donc on va déjà les taxer de pas assez intelligents, par exemple. Si on parle des vies antérieures, on repart de là. Ceux qui savent déjà lire au CP, ça fait déjà X vies qu'ils ont eu accès à la lecture, à l'écriture. Donc c'est comme si dans ce que nous on appelle les mémoires cellulaires, il y a déjà tout. Quand ils se réincarnent, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, pouf, tout est OK.
Imaginez les 4 enfants là, pour qui c'est très difficile d'apprendre à lire et à écrire. Peut-être que c'est la première vie où ils ont accès à la lecture et à l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans leur disque dur? Il n'y a rien. Donc, c'est eux qui ont plus de mérite. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout à apprendre, ils ont tout à intégrer. Et qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une question d'être intelligent ou pas intelligent. Il leur faut plus de temps. Parce qu'ils ont, comment dire, ils n'ont pas engrammé ces mémoires-là. Et c'est pour ça que nous, quand on va avoir dans une vie de la facilité, mais il y en a, ça peut être pour la cuisine, ça peut être pour la couture, ça peut être pour ce que vous voudrez, de la mécanique, etc. Parce que peut-être que dans d'autres vies, c'était peut-être pas les machines de maintenant, mais que déjà, ils réparaient des choses, etc. Quand il y a des choses que vous avez acquises dans d'autres vies, en fait, vous allez, ce qui est super, ça au moins c'est positif, c'est que de vie en vie, on va garder les acquis qu'on a eus. Tout ce que vous avez dépassé, pour vous, vous allez les avoir dans cette vie-ci. C'est pour ça que dans des domaines, vous allez vous dire, mais pour moi, mais c'est tellement facile, je n'ai même pas besoin qu'on m'explique, en fait, ça va tout seul. Bah oui, parce que vous l'avez déjà eu. Vous voyez ce que je veux dire? Et que pour d'autres personnes, bah, elles n'arrivent pas à quelque chose, vous vous dites, mais je ne comprends pas, c'est pourtant tellement simple. Mais oui, mais pour cette personne-là, elle n'a pas acquis ça. Et même par rapport, je dirais, par rapport aux choses qu'on doit comprendre au niveau relationnel. Si par exemple, je vais venir sur les blessures là maintenant, je vais avoir la blessure de rejet. Donc la blessure de rejet, ça va être en lien avec soit enfant non désiré, hein, je n'aurais pas dû naître ou pas né dans le sexe désiré, ça va aussi aller là-dessus. Ces personnes, souvent, quand elles sont plus jeunes, on va dire, elles sont vraiment très très minces, elles vont avoir de la difficulté à prendre leur place. Trouver leur appartenance au groupe, à la famille, à l'entreprise, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire que bah, déjà parler devant les autres, oser s'exprimer, mais plutôt s'enterrer. Je vais préférer me mettre en retrait, surtout pourvu qu'on ne me voie pas et ça m'ira très bien. Hein, et que pour elles, avoir leur place, c'est vraiment le plus difficile et se défendre. Hein, oser se défendre, il y en a même qui vont accepter l'inacceptable pour pas créer de conflit. En fait, créer un conflit, c'est oser me défendre par rapport à ce qui est juste pour moi. Mais comme pour moi, exister, c'est difficile. Je ne peux pas me mettre en conflit. Parce que derrière, ce serait oser vivre, oser exister. Et l'enfant intérieur, il pense qu'il n'en a pas le droit. Vous voyez comment ça marche? Donc je veux pas de conflit et je veux surtout pas déranger. Ma première peur, c'est de déranger. Hein, voyez, donc derrière, c'est ma légitimité de vivre, et ben en fait, je peux pas, je me mets en retrait, quoi. Alors que la blessure d'injustice, parce que le rejet et l'injustice, en fait, ils sont reliés, bah, c'est des personnes aussi qui sont très minces, mais très droites. Alors là, par contre, c'est l'inverse, hein, parce que alors, si elles ont quelque chose à dire, elles vont vous le dire. Il y a tous ceux qui sont dedans, c'est tous qui portent aussi uniforme. Hein. L'armée, gendarmerie, alors bah, les médecins, les blouses blanches, les pompiers. Hein, et après, ça va être aussi toutes les personnes qui sont à la tête d'entreprise. Eux, c'est les leaders. Je veux dire, elles sont minces, elles sont sèches, ça claque, elles ont un truc à vous dire, elles ne vont pas y passer par 4 chemins. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'elle vous a dit? Elles s'en fichent complètement. Pour elles, il y a ça qui ne va pas, elle vous le dit, et voilà. Et voyez que la personne du coup qui a la blessure de rejet qui est très mince, elle sera plutôt les épaules voûtées, comment dire, bah, on sent en fait hein, qu'elle est pas sûre d'elle, qu'elle se mettra en retrait, alors que celle qui a la blessure d'injustice, elle peut être très mince, mais on sent qu'elle est droite. En tout cas, on sent en fait qu'elle est confiante, alors qu'en fait pas du tout, puisqu'elle a une très 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 haute exigence d'elle-même, ce qui fait qu'elle s'autocritique sans arrêt, parce que même si elle va là, pour elle, elle n'a pas donné assez, elle aurait dû encore aller plus haut. En fait, on croit que c'est des personnes qui sont imbues d'elles-mêmes, qui se croient au-dessus, qui sont hautaines, autoritaires. Et en fait, elles ne s'aiment pas parce que pour elles, c'est jamais assez. Donc, elles ont une haute exigence vis-à-vis d'elles et une haute exigence de leur famille et de tous ceux qui les entourent. Et c'est des personnes, on dirait qu'on fait jamais assez, quoi. Hein, ça va jamais, c'est jamais assez. Hein. Après, vous avez bah, la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des personnes, alors souvent dans le trait de caractère, elles se plaignent beaucoup, assez pessimistes. Hein.
elles se plaignent beaucoup et je dirais qu'elles n'arrivent pas à être seules. Rester seule, pour elles, c'est très, très, très compliqué. Elles ont toujours besoin de quelqu'un qui les aide pour avancer, d'avoir un soutien, comment dire, d'avoir de l'aide. Hein, c'est vrai que c'est très souvent qu'elles pensent qu'elles ne peuvent rien faire seules, mais vivre seule pour elles, c'est vraiment impossible. Il y a souvent un manque de confiance. Par contre, c'est vrai qu'en amitié, elles sont loyales, elles donneraient tout. Et j'ai presque envie de dire, elles donneraient trop aussi. Elles donneraient beaucoup trop, ce qui peut parfois aussi, c'est des personnes qui sont plutôt énergivores parce qu'elles donnent tellement, mais elles attendent tellement en retour qu'elles sont, nous ce qu'on dit c'est énergivore. C'est-à-dire qu'elles pompent l'énergie des gens, elles peuvent devenir étouffantes. Hein. La blessure d'humiliation, c'est celle qui, alors quand elle est en principal, elle est facile pour nous thérapeutes à trouver parce que c'est des personnes vraiment qui sont en surpoids. Mais quand on l'a en secondaire, c'est très difficile. Donc la personne a eu des humiliations. Soit ça a pu commencer au moment de la propreté, hein, si elle s'est fait pipi dessus, caca dessus, ben, en tout cas l'adulte référent, ça peut être parent, nounou, etc., a vraiment humilié l'enfant, l'a vraiment disputé, humilié. Et après, ça peut être au moment de la sexualité aussi, le parent qui va vraiment humilier l'enfant, soit parce qu'il a un petit copain, petite copine, ou enfin malheureusement hein, d'avoir parce que je sais pas moi une jeune fille a embrassé un garçon, se faire traiter de prostituée, etc. Enfin parfois ça peut aller très loin pour le garçon aussi en tout cas. Quand on l'a en secondaire, c'est plus difficile parce qu'on n'est pas forcément en surpoids, mais c'est des personnes qui vont souvent se retrouver entre deux situations. C'est-à-dire elles se retrouvent coincées entre deux choses et choisir, mais c'est presque impossible, quoi. C'est-à-dire que quoi que je choisisse, je vais faire souffrir. Elle va souvent se retrouver dans des situations inextricables et qu'elle va avoir de la difficulté à faire un choix. Choisir, pour elle, c'est ben, en fait, c'est impossible pour elle si je choisis ça, mais du coup que c'est pas la bonne solution. Et si c'est pas ça la solution, et si je me trompe. Et donc du coup, elle va stagner, elle va coincer, elle va pas y arriver. Et que c'est comme si à chaque fois elle va se mettre des freins et d'être, comment dire, toujours indécise. Et que pour elle, c'est impossible de faire un choix, de se tromper, ça peut pas. Et du coup, hop, j'arrête, je stagne, quoi. Et je vais souvent me retrouver dans des situations où je vais vivre de l'humiliation. Et ensuite, on a donc la trahison. La trahison, en fait, dans la morphologie, chez l'homme, en fait, les épaules sont plus larges et la taille plus fine. Et chez la femme, c'est l'inverse. Les hanches sont plus larges et les épaules moins larges, quoi. Et là, la trahison, alors on va dire que c'est des personnes aussi très loyales, mais comment dire, elles se méfient de tout. Elles se méfient de tout le monde. On ne peut faire confiance à personne. Hyper contrôlante. Donc, je vais tout faire moi-même parce que de toute façon, si je délègue, ce ne sera pas fait comme je veux. Partent du principe où, comme moi je le fais, c'est bien, mais comme vont le faire les autres, ce ne sera pas assez bien, ce qui peut être assez agaçant quand même pour l'entourage. Et que, comment dire, comme elle part du principe qu'on ne peut pas faire confiance, comme notre vie, elle reflète nos pensées, qu'est-ce qui se passe? Elles vont s'attirer des personnes qui vont donner à leurs croyances, donc s'attirer des personnes pas dignes de confiance non plus. Et c'est là la difficulté, quoi, c'est de dépasser vraiment ce que l'on a à dépasser derrière. Et l'injustice, bah, voilà, c'est facile, hein, je veux dire, je vais me retrouver dans des situations inextricables et qui vont être complètement injustes. Souvent, bah, il y a les procédures, hein, il y a des, comment dire, des procès, etc., ou des choses vraiment qui sont... on se dit, mais comment il a pu arriver une chose pareille, quoi, tellement c'est inextricable. Mais il faut comprendre aussi que dans chaque blessure, pour la blessure de rejet, je vais pas me sentir, je vais me sentir rejetée par les autres, je vais vivre du rejet, mais je vais me rejeter moi-même. L'abandonné qui va se sentir abandonné par les autres, mais il va s'abandonner lui-même dans ses projets, dans ce qui lui tient à cœur. L'humilié, qu'est-ce qui va se passer? Il se fait humilier, mais il s'humilie lui-même. Il va peut-être même dire, en s'humiliant lui-même pour faire rire les autres, il va se démolir, ça va faire rire tout le monde, mais il va le faire vis-à-vis de lui-même, quoi. Il va s'humilier devant les autres.
Et écouter certains humoristes, des fois, hein. Je veux dire, on le retrouve, hein. Sachant que les humoristes aussi, ceux qui font rire, c'est qu'il y a une profonde tristesse en eux. Il y a aussi l'inverse. Et puis, ben, la blessure de trahison, il y a forcément un moment où l'être va se trahir lui-même aussi, hein. Et puis l'injustice, la personne, elle, non seulement va vivre des injustices, mais va être aussi injuste envers lui-même parce que ce sera jamais assez, parce que il va toujours, en tout cas, se demander tellement que ça devient impossible. Ça devient impossible à vivre. Donc, vous voyez que dans cette thérapie essénienne, en tout cas, on a toutes ces histoires d'enfance. En fait, on revient vraiment à la façon dont vous êtes né, les conditions, ce qu'on appelle nous les conditions de naissance, comment ça s'est passé aussi in utero. C'est vrai qu'il y a aussi des choses comme, comment dire, je sais pas moi, la maman est enceinte et puis va perdre sa mère, par exemple, pendant la grossesse. Et en fin de compte, la tristesse que va porter la maman, déjà l'enfant va avoir aussi une tristesse profonde, déjà qu'il va prendre. Et ça peut être justement, quand je parlais des humoristes, ça va être un enfant qui va faire le clown. Pourquoi? Parce que pour essayer de remettre de la joie. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qui est au hasard, hein, en fait, derrière, hein. Et puis, voir justement avec toutes ces histoires de vie, les colères aussi que l'on peut porter, parce qu'il y a aussi le transgénérationnel qui va venir se rajouter à cette thérapie, en plus des blessures. Hein, vous voyez il y a toutes ces blessures qui sont là aussi, elles transgénérationnelles, c'est-à-dire que, où là je vais travailler aussi en constellation familiale, je dirais, mais dans la vision essénienne, parce que en fait, si par exemple il va y avoir un suicide dans ma famille, dans la troisième ou quatrième génération, il y en aura un encore. S'il y a eu des accidents ou des maladies, accidents de voiture, maladies, etc., de toute façon, dans les générations qui suivent, il y a des choses aussi qui vont se répéter. C'est-à-dire qu'en psychogénéalogie, tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, c'est comme s'il y a un fantôme qui se balade et qui va se poursuivre dans le transgénérationnel. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de... Ma forme de pensée peut être familiale. Chez nous, on n'a pas de chance. Ça peut être une forme de pensée principale. Vous voyez? Et que pour le coup, il suffit de dire, mais maintenant, ça c'est fini. C'est ce qu'on va appeler, nous, en psychologie, quitter la fidélité au clan. Mais quand on quitte la fidélité au clan familial, c'est dans ce qui ne nous convient plus, dans ce qui ne nous appartient plus. On va garder le beau, on va garder l'amour déjà, et heureusement. Hein. Dans ce cadre positif, vous allez pouvoir le garder. Mais qu'après, derrière, j'ai quitté la fidélité au clan, donc chez nous, on n'a pas de chance. En fait, c'est juste une croyance. Et qu'il suffit de dire qu'à partir du maintenant, je décide d'avoir de la chance. En fait, on a des reprogrammations cellulaires qui vont se faire pendant 21 jours, hein, quand je vais avoir la personne en soins. Donc, en premier, je vais donc avoir l'anamnèse, hein, donc diviser les âges par rapport à ce que vous vivez, voir les scénarios répétitifs et donc chercher la croyance limitante, la forme de pensée. Ça, c'est vraiment ce que je vais aller chercher. En deuxième, il va y avoir une lecture d'aura, c'est-à-dire que je vais avoir une vie antérieure qui va se mettre en lumière, qui va être forcément en lien avec, comment dire, une problématique de cette vie-ci. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu une fois une commerciale qui me disait bah, mon boulot c'est d'être en voiture, mais alors dès que la nuit tombe et qu'il commence à faire nuit, j'ai une peur panique, je n'arrive plus à conduire et là ça prend trop de pas dans mon métier, je n'y arrive plus et moi mon boulot bah, c'est de conduire, quoi. Il faut que j'y aille. Et en lecture d'aura, on avait vu dans une vie passée où il y avait eu un accident en calèche et en fin de compte la calèche avait basculé et à l'époque en fait elle était avec sa famille et elle était décédée sur le coup. Et elle ne pouvait pas se rappeler de ça. Et le fait d'avoir levé cette vie-ci, quand elle m'a rappelé après, elle me disait mais c'est juste extraordinaire, c'est terminé. Je veux dire, le fait de mettre cette vie en lumière, le fait de couper, en tout cas avec cette vie-ci, et il n'y a aucun effort de volonté à avoir, quoi. C'est que, et ben, du coup, ça s'enlève. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ensuite, en dernier, on a donc comment dire, les soins énergétiques.
En soins esséniens, on travaille par point d'acupression avec des huiles et avec des sons. Et en fait, par rapport à tout ce que l'on a travaillé en amont, par rapport à votre histoire, on a des soins spécifiques, dont le soin forme-pensée, justement par rapport aux croyances limitantes. Après, on en a beaucoup, hein, parce on en a bien, je dirais, une trentaine de soins esséniens différents. Mais ça marche pour la blessure d'abandon, ça marche pour les addictions. On a des soins pour enlever la dépression, on a les soins justement des émotions, quand on est triste souvent, etc. Donc, on va vraiment associer, je dirais, les soins qui sont appropriés à votre histoire. Et ensuite, comme en soins esséniens, faut vraiment comprendre que nous, en tant que thérapeute, on ne soigne personne, on ne guérit personne, on vous donne les clés pour apprendre à vous, en fait, pour que vous vous guérissiez vous-même. Pour nous, on n'a pas de pouvoir sur vous. C'est à vous de prendre la décision d'aller mieux, c'est à vous de reprendre votre pouvoir, et vous aurez en fait un détachement à faire, donc ces deux cercles, l'exercice de détachement par rapport au père, à la mère, mais non pas par rapport à l'amour que l'on se porte, mais je ne sais pas, dans mon père, si c'était qu'est-ce qu'on va faire de toi, comment dire, tu es toujours gauche, tu rates tout ce que tu touches. En tout cas, le fait de m'être senti rabaissé, de m'être senti humilié, vous allez vous détacher donc avec le père et la partie de vous qui a été humiliée. Par contre, c'est pas je me détache du père, on se voit plus, on ne s'aime plus, bah surtout pas. Je veux dire, au contraire, on va garder le meilleur. Vous voyez? Mais ces exercices, vous allez les faire pendant 21 jours de suite. Pourquoi? Parce que nous, on ne travaille pas avec le mental, parce qu'avec le mental, on ne résout rien. On travaille avec les mémoires cellulaires et l'enfant intérieur. Et donc, ce qu'on va mettre en strate, donc c'est vrai que tout ne se fait pas en un seul soin. Ces étapes, en fait, elles vont se faire comment dire, en plusieurs séances, parce qu'on ne règle pas l'histoire d'une vie en quelques soins. Mais je travaille aussi avec la pratique de l'EMDR, le détachement des traumatismes, parce que quand j'ai une forme pensée, une croyance limitante qui reste vraiment accrochée, l'EMDR va pouvoir être mis à ce moment-là en plus, ce qui va accélérer, je dirais, le process en fait. Hein. Mais que le but, en tout cas, de ces soins, c'est de vous réhabiliter dans votre droit de vivre, de vous réhabiliter dans votre droit d'être ce que vous êtes, d'accepter vos limites. Vous avez le droit à vos défauts. C'est vraiment comprendre qu'on ne nous demande pas d'être parfait, on nous demande de faire de notre mieux. On voit que cette société, elle nous a formaté, hein, je veux dire, il faut performer. Hein, on voit la performance, la compétition, être les meilleurs. Vous voyez la société que ça fait, enfin, on n'en peut plus. On le voit en fait, on n'en peut plus. Mais on a le droit d'être faillible. Et c'est pas parce que je suis faillible là, à ce moment-là, que je suis faible. J'ai le droit de me tromper et c'est ok. Je veux dire, je suis pas mauvais, je suis pas inférieur, je suis pas pire. Vous voyez, c'est vraiment dans ces soins sortir de cette dualité mieux que, moins que. On est des êtres sur un chemin et on fait ce qu'on peut. Et que j'ai le droit à un moment donné, oui, je me suis trompée et puis de toute façon, ça va être une leçon. Je ferai mieux la prochaine fois ou voilà. Mais je veux dire, c'est vraiment vous réhabiliter comprenez que vous êtes des êtres merveilleux qui faites chaque jour, vous faites chaque jour de votre mieux. Et c'est ça qu'on nous demande en fait. Voilà. Et qu'après j'avance pas à pas, mais que dans tout cet enseignement essénien, c'est vraiment retrouver l'estime de vous-même, vraiment vous dire que vous avez le droit à votre caractère, à votre personnalité, à être ce que vous êtes. Vous avez le droit au corps que vous avez. Il y a aussi quelque chose sur lequel on travaille parce on est dans une société où on est dans du jeunisme à mort, quoi. Donc ça veut dire que ça y est, je vieillis, c'est foutu. Donc le mot retraite, hein, retrait de la société, je ne sers plus à rien, je suis inutile. Mais en fait, ça veut dire quoi en fait? Donc c'est mieux de mourir jeune? C'est quoi ce truc? Hein, les crèmes anti-rides, etc. Mais c'est des crèmes anti ma vie. Mais mes rides, c'est ma vie, c'est mon histoire. Et pourquoi je devrais justement parce que j'avance dans l'âge, mais j'avance dans l'âge avec toute ma sagesse. J'avance dans l'âge, c'est aussi tout ce que j'ai compris de mon histoire. Il y a tout ce que j'ai vécu, il y a mon vécu, il y a tout ce que je peux transmettre, en tout cas à ceux comment dire, qui sont après moi. Et ce que je vaux, mais ça a vraiment de la valeur. Vous voyez, les Africains, ils disent qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Hein, donc c'est vraiment aussi arrêter avec
il faut paraître, mais paraître quoi? J'ai à être ce que je suis. J'ai le corps que j'ai, je suis mince, je suis ronde, je suis ci, je suis petit, je suis grand, et quoi? Et j'ai le droit d'être ce que je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment apprendre à vous aimer tel que vous êtes, c'est apprendre à vous accepter tel que vous êtes maintenant. C'est pas vous dire non, mais je m'accepterai mieux quand j'aurai 3 kilos de moins ou 10 kilos de moins. Ou, non, mais là, j'ai pas retrouvé de boulot, donc je suis pas valide, je suis pas valable, je suis en moins que rien parce que j'ai pas de boulot, etc. On arrête, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a ce que je suis maintenant. Mais ce que je suis maintenant, c'est valide. Et vraiment, dans tous ces soins, dans tout ce cursus de soins esséniens, c'est vraiment revenir, en tout cas, renouer avec votre enfant intérieur qui a 7 ans, l'aimer, lui dire qu'il a le droit de vivre, vraiment le réhabiliter, et puis ensuite, et ben vraiment, main dans la main avec votre enfant, vous l'adulte, vraiment, je dirais, vous valider ben, dans ce que vous avez de plus beau, quoi. Et qu'il n'y a pas d'âge, c'est jamais trop tard pour quoi que ce soit. Le bon moment, c'est maintenant, en tout cas, pour travailler sur soi. Voilà. Merci.